Bonjour. Bonjour à tous. Alors le rôle de modératrice n'est pas un rôle qui m'est si familier. Et c'est un peu l'héritage des Fitoussi, puisque être modéré n'était pas forcément dans l'ADN familial. Donc, chère assemblée, vous tous ici présents, issus de tous horizons et de toutes disciplines, pour commémorer et traverser ensemble l'œuvre de Jean-Paul Fitoussi et célébrer tant sa mémoire que ses travaux, je suis très honorée de présenter la prochaine table ronde qui met en relation d'évidence l'économie et les sciences sociales à travers les contributions de Jean-Paul et grâce à 4 intervenants conférenciers avec lesquels il a travaillé, construit des concepts, des approches majeures, innovantes, visionnaires, réalisant des ouvrages de référence d'une incroyable actualité. Ainsi en est-il d'ailleurs du nouvel âge des inégalités dont il a été beaucoup question dans les interventions précédentes, avec M. Pierre Rosan-Vallon du Collège de France, que nous entendrons en dernière prise de parole pour cette table ronde. Et je rappelle que cet ouvrage, Le nouvel âge des inégalités, a été publié en 1996 en résonance totale avec ce que nous vivons aujourd'hui. Interviendront également Madame Leila Benali, ministre de la Transition énergétique et du Développement durable au Maroc, Monsieur Gilles Kepel, qui de même que Jean-Paul Fitoussi a été son professeur, Monsieur Richard Robb, également professeur de finance. Mais, et là c'est plus personnel, je suis aussi très émue, et le mot est faible, de me trouver devant vous tous dans un amphithéâtre légendaire, sur le banc desquels, moi aussi, j'étais étudiante, voilà près de 35 ans, le vertige, hein, et de pouvoir évoquer celui qui fut donc mon professeur, celui qui m'a ouvert le champ des possibles entre l'économie, l'histoire, la science politique et le droit, et j'ai fini par choisir le droit, celui avec lequel j'ai pu parler tout au long de mon parcours universitaire puis professionnel de spécialiste en droit du travail, et grâce auquel j'ai pu appréhender l'impact des évolutions tumultueuses du droit du travail en France sur le marché du travail. Ces évolutions étaient censées répondre à la lutte contre le chômage de masse, ennemi sociétal, dont il a été question dans les interventions précédentes également, vœu affiché de tous les gouvernants qui se sont succédés depuis 40 ans et qu'il a exhorté à adapter leur politique de manière pragmatique. Le pragmatisme, le refus du dogme et des vœux pieux resteront sa marque de fabrique. Mais j'ai eu surtout la très grande chance d'avoir accès à lui au quotidien, dès que j'avais besoin ou envie de débattre pour qu'il m'éclaire. Car il était aussi et surtout mon oncle, et c'est donc au nom de sa famille, de ma famille, que je suis particulièrement honorée d'être ici. C'est au nom de ma tante Annie, de mes cousins Lisa et David, de ses petits-enfants, ses neveux et nièces, là aujourd'hui, ses frères et sœurs, si fiers de ce que son aura lui a permis de réussir à mobiliser au plan international, comme cerveaux, qui sont ici, en tout cas beaucoup d'entre eux, et d'énergie pour faire avancer le décryptage de l'évolution du monde de l'économie qu'il concevait justement au cœur des sciences sociales. L'ouverture de l'économie sur les autres disciplines, leur interconnexion et leur complémentarité pour comprendre les phénomènes économiques et sociaux a toujours été au cœur de la réflexion de Jean-Paul Fitoussi et de ses contributions avec nombre de ses pairs, collègues, étudiants, chercheurs, pour tenter d'expliquer le monde et ses dysfonctionnements et les espérances qu'il se permettait d'ouvrir pour trouver des solutions et agir. Je vais donc laisser la parole en premier lieu à Madame Leila Benali. Ministre des Énergies au Maroc, donc, dont la thèse a été dirigée par Jean-Paul Fitoussi. Et je dois dire qu'elle est aujourd'hui sous l'égide et sous la houlette de 2 de ses professeurs, finalement, Jean-Paul, qui nous regarde d'en haut, et Gilles Kepel, qui est ici présent. Oui, vous pouvez y aller. Très bien. Écoutez, je vais commencer.
Bonjour. Alors, nous sommes, je crois, tous émus, toutes émues aujourd'hui de commémorer la mémoire de ce grand professeur qui était le professeur Jean-Paul Fitoussi. Et j'ai tenu personnellement, bien entendu, à faire le déplacement du Maroc pour participer avec vous à cette magnifique commémoration. Et je n'ai pas trouvé d'autres moyens pour témoigner de cette émotion que d'envoyer un message à mon professeur. Donc, cher professeur, vous nous avez appris à regarder au-delà des mesures d'inégalité. Cher professeur, vous nous avez appris à regarder au-delà des mesures d'inflation, de dette, de création de richesses, de PIB. Cher professeur, vous nous avez donné le droit, vous nous avez même encouragé, parfois vivement encouragé, à remettre en cause les écoles de pensée et les silos des écoles de pensée et les modes de pensée préétablis. Cher professeur, pour les politiques, vous avez eu ce regard intransigeant. Ce regard intransigeant que vous portiez parfois sur la lenteur, le piétinement et parfois le manque de courage du politique. Et je le sens aujourd'hui, tous les jours. Ce manque de courage pour affronter la pensée unique, pour affronter les discours dominants. Et votre regard était d'autant plus intransigeant que l'économiste avait fait son travail, l'économiste avait fait son boulot de lampadaire pour projeter de la lumière sur certains éléments des problématiques. Donc merci, professeur Fitoussi, d'avoir formé des générations d'impertinents qui ne sont aujourd'hui que mieux armés pour affronter les problématiques de ce siècle. Des problématiques, des questions que l'humanité se pose probablement pour la première fois. Si je prends par exemple ce défi dit existentiel du changement climatique. Aujourd'hui, professeur, j'aurais aimé vous poser quelques questions. J'aurais aimé venir vous voir pour débattre. La question que j'aurais aimé vous poser, professeur, c'est que fait-on, non pas des générations futures, mais comme vous dites, des générations actuelles, à qui l'on demande de payer, par exemple, la dette carbone du passé, en faisant presque totalement abstraction, encore une fois, une remise en question des mesures, en faisant totalement abstraction du patrimoine, en faisant totalement abstraction, presque, du capital humain, du capital industriel que nous avons accumulé en tant qu'humanité au fil des 2 derniers siècles. Et je vous aurais aussi également posé la question, professeur, que fait-on aux Nations Unies si l'on considère que 25% des membres des Nations Unies sont voués à disparaître en tant que pays, en tant que membres des Nations Unies, pendant la seconde moitié de ce siècle? Comment répondre, professeur, aux questions insoutenables que l'humanité se pose parfois pour la première fois de souveraineté, d'immigration, de nationalité, d'identité de ce siècle, tout en répondant bien sûr aux questions mensuelles du pouvoir d'achat des citoyens qui peinent à finir le mois et de la survie des entreprises qui sont censées créer la richesse. Et comme vous dites, ce fonctionnement que nous pensions optimal de l'économie de marché ne garantit aucunement la survie de certaines populations. Et là, professeur, je pense que vous auriez tiré une bouffée de cigare. Vous m'aurez regardé de votre regard impertinent, mais souriant et bienveillant. Et au risque de vous faire dire ce que vous n'auriez pas dit, vous m'auriez répondu. Vous vous égarez, ma chère Leïla. Et encore une fois, vous nommez mal l'objet, vous êtes trop modéré et vous sous-estimez la résistance spontanée des institutions. Vous nous manquez, cher professeur. Vous nous manquez pour ouvrir le champ des possibles entre l'économie, les sciences sociales, la science en général et la politique. Merci beaucoup.
Pardon, vous ne m'avez donc pas entendu. La parole est donc à Monsieur Gilles Kepel, qui a travaillé avec Jean-Paul Fitoussi. Et durant cette collaboration et ce cheminement en commun, ils ont également conçu Sciences Po Menton. Merci beaucoup. Merci à l'OFCE et au comité organisateur de m'avoir convié à participer à cette journée d'hommage. Et pardon pour le rhume persistant qui fait que ma voix de mezzo-soprano habituelle n'est pas vraiment en place. Madame la ministre Leïla Ben Ali et moi-même sommes un peu, si j'ose dire, en décalage par rapport au récit des économistes qui ont accompagné le parcours de Jean-Paul, y compris au sein de l'institution à laquelle il était largement identifié, l'OFCE. Mais Jean-Paul avait aussi en lui-même une dimension dont nous sommes d'une certaine façon les produits hybrides, c'est-à-dire que c'était Jean-Paul l'arabe. Et donc c'est sur Jean-Paul l'arabe que je voudrais dire quelques mots à la suite du témoignage que j'ai trouvé très, très bouleversant de Leïla. Et je vais le faire en essayant de reconstruire à partir d'éléments dont il m'avait mentionné l'existence un jour, de sa biographie dont j'ignore si elle était réelle, symbolique ou imaginaire, mais que j'aime à reconstruire pour recréer les origines de la pensée Fitoussi, si j'ose dire. Donc, Jean-Paul, par une partie de son ascendance, faisait partie de ces communautés séfarades qui vivaient sur les confins méridionaux du Maghreb, en l'occurrence, en ce qui le concerne, dans le sud d'une montagne dans la partie occidentale de la Libye, qu'on appelle la Tripolitaine, une montagne du reste peuplée encore aujourd'hui beaucoup de berbérophones, qui s'appelle le Djebel Nefoussa. Et vous savez justement que l'une des grandes questions et l'un des grands mystères peut-être de l'identité séfarade, c'est que on a là des populations juives qui, en grande partie, viendraient de populations berbères judaïsées et non pas uniquement de la diaspora. Mais je laisse les spécialistes en débattre et je ne suis pas compétent dans ce domaine. On retrouve donc ces communautés juives en grande partie dans les contreforts, la zone méridionale des contreforts montagneux. On va les retrouver aussi dans les oasis du sud algérien et aussi au Maroc, dans le Tafilalet, dans le Dra, etc., dans la partie sud de l'Atlas. Pour quelles raisons, et c'est là que nous voyons déjà peut-être naître la vocation de l'OFCE dans ces modestes confins, c'est qu'on était là sur les lieux d'une route du grand commerce international entre l'Afrique qu'on appelle aujourd'hui, pour des précautions oratoires, sub-sahélienne, mais donc Afrique noire, pour être plus précis, et puis le Maghreb, dans ce que notre collègue de Princeton, John Waterbury, avait appelé le North for Trade, c'est-à-dire toutes les populations qui montaient vers le nord pour faire du commerce, selon des routes qui sont du reste aujourd'hui utilisées par les réseaux de migration clandestines qui aboutiront après à Lampedusa et ailleurs. À Menton, justement, nous avons créé le campus qui va nous retrouver. Donc. Et
après avoir passé clandestinement la frontière italienne sous mes fenêtres, à Menton où j'habite aujourd'hui, en partie. Et donc, ces routes commerciales, toujours présentes sous une forme complexe aujourd'hui, avec des flux qui sont parfois légaux, parfois illégaux, qui se mélangent avec l'actualité de la présence française au Mali, aujourd'hui remplacée par la division Wagner de triste réputation. Sur ces grandes routes, donc, il y avait ces communautés juives qui pratiquaient en grande partie la lettre de change. C'est-à-dire que les marchands, les caravaniers qui remontaient d'Afrique noire vers le nord avec des cargaisons d'épices, d'ivoire et, il faut bien le dire malheureusement, d'esclaves, revenaient ensuite à vide, si j'ose dire, avec des sacs pleins d'or, et ils étaient évidemment dans ce cas-là la source des prédations de toutes les tribus de pillards qui allaient les razzier et s'emparer de leurs bourses. Sauf si, évidemment, ceux-ci disposaient de lettres de change en hébreu, c'était de l'hébreu, de l'un des juifs des confins méridionaux des montagnes maghrébines sur un correspondant à Timbuktu ou ailleurs. Et donc, avec Jean-Paul, quand nous parlions de ça, j'aimais à lui reconstituer cette généalogie réelle ou imaginaire. C'est-à-dire que finalement, même sans le savoir, il avait été, par son atavisme, au cœur des grands flux commerciaux mondiaux et internationaux, et que finalement, c'était ce qui, sans qu'on l'imaginât dans les oasis ou dans les palmeraies, ce qui finalement donnerait l'OFCE. Donc nous sommes fondés à parler de Jean-Paul l'Arabe, et il n'y a aucun exotisme dans tout cela. Donc ensuite, Jean-Paul, la famille de Jean-Paul était tunisoise, elle est présente ici et je n'aurai pas l'outrecuidance d'en parler. Elle le fera, si elle le désire, beaucoup mieux elle-même. Jean-Paul, qui était un peu plus âgé que moi, entre à Sciences Po, bien sûr, avant moi. Il exerce des responsabilités très, très prestigieuses. Et nous venons à faire connaissance dans ce que je crois qu'on appelait à l'époque le comité de l'article 7, de formulation mystérieuse qui fait apparemment allusion à une espèce de société secrète qui va gouverner le nom quelque part entre les Cincinnati, la franc-maçonnerie ou je ne sais quoi, mais qui était en fait quelque chose qui réglait le rapport des professeurs titulaires, professeurs universitaires titulaires à l'institution. Et nous sympathisons en grande partie sur la base d'un intérêt commun pour le monde arabe et pour l'Afrique du Nord. Et peu après, donc, le regretté Richard Descoings me propose un soir où il me dit « Est-ce que vous allez au siècle ce soir ?» Je dis « Oui, monsieur le directeur. Est-ce que vous voulez que je vous emmène dans ma voiture ?» Je me suis dit qu'il y avait quelque chose qui se préparait. Je ne vais pas dire non, évidemment. Et il m'a demandé si je connaissais Menton, sans savoir que j'en étais originaire, donc il n'était pas si bien informé que ça. Et si c'était une bonne idée de créer, selon lui, un campus à Menton. Donc j'ai manifesté un grand enthousiasme, y voyant la perspective d'une fin de vie moins routinière que ce que j'envisageais. Mais je lui ai dit qu'il fallait qu'il y ait un ancrage beaucoup plus important de ce projet dans l'institution, qui ne soit pas simplement lié aux études arabes et méditerranéennes, puisque cette région s'inscrivait justement dans des flux, non seulement du grand commerce dont Jean-Paul était l'enfant d'une certaine manière, mais aussi dans des enjeux géopolitiques, dans la projection de ce qu'était l'identité de la France dans, si j'ose dire, son empire rétrocolonial et dans les bouleversements des flux aujourd'hui sur lesquels je viens de remettre un rapport au président de la République. Et
Et donc le directeur de Sciences Po en a convenu, et c'est ainsi que Jean-Paul et moi-même avons été, avec un senior et un junior, les deux coprésidents, si je puis dire, du campus de Sciences Po Menton lorsqu'il a été créé. Et alors, il était moins présent que moi, puisqu'il avait des obligations beaucoup plus importantes, mais cette coprésidence, je crois, a été ce qui a permis d'ancrer ces espèces d'institutions, ces pseudopodes, si j'ose dire, de l'institution dans la machine Sciences Po à l'époque, non pas simplement comme des préfectures gérées par le ministère de l'Intérieur de la rue Saint-Guillaume, mais bien plutôt comme des instances dans lesquelles il y avait un aller-retour permanent qui nous permettait aussi de faire remonter des intérêts, des prédispositions, etc. Donc nous avons au départ commencé à recruter avec quelques difficultés. Je crois qu'il y avait une vingtaine d'étudiants dans la première promotion, je crois qu'ils sont plus de 400 maintenant, et majoritairement des anglophones. Et c'est ainsi que notre complicité, notre amitié s'est constituée. Il a été aussi d'un grand secours lorsque nous avons commencé à lever des fonds dans le monde arabe, à l'époque où le programme Koweït et un certain nombre d'autres institutions avaient choisi d'abonder Sciences Po, en grande partie du fait également des capacités de formation des élites de la région dont Sciences Po Menton était à l'époque porteur. Et tout cela a été aussi frappé par l'économie, puisque la crise de 2008, on l'a oublié puisqu'il y en a eu tant d'autres depuis, mais qui a eu un effet catastrophique, a asséché ses financements et a contraint ensuite l'institution à se tourner vers d'autres sources. Et aujourd'hui, justement, où l'avenir de Sciences Po Menton se redéfinit, où un certain nombre de réflexions sont menées par la direction, je crois qu'effectivement, les mannes de Jean-Paul sont là-haut, si tant est qu'on y croit, et vont nous guider. Quelques mots pour terminer et pour également inscrire ce processus dans la suite de la lettre très émouvante de Leïla, sa lettre virtuelle. Dans les pays du Moyen-Orient, du Maghreb, mais particulièrement au Maroc, où je crois l'association des alumni de Sciences Po doit être peut-être la plus puissante. Je ne sais pas dans le royaume si elle, mais en tout cas en termes de nombre, elle est plus nombreuse que beaucoup de pays plus, sans doute même peut-être plus peuplés. On voit bien comment justement l'articulation entre un grand professeur universel comme Jean-Paul Fitoussi par son rayonnement et par la formation qui a fait que la ministre star des énergies dans le gouvernement marocain est à la tribune aujourd'hui et son ancien élève, et plus modestement les contributions que j'ai pu apporter dans ce domaine sont aujourd'hui pour nous un atout absolument fondamental, un atout qui a été un peu délaissé, et à l'heure justement où ce programme, normalement maintenant de manière assez décisive pour le mois de janvier, une visite du président de la République au Maroc, eh bien je crois que celle-ci s'inscrit finalement, et le renouveau qui va être construit dans les relations entre le Maroc et la France n'aurait pas pu exister s'il n'y avait pas eu des bâtisseurs de la trempe de Jean-Paul qui en avaient préparé le terrain par sa dissémination à la fois intellectuelle et, si j'ose dire, charnelle, car un étudiant, c'est un être hybride, c'est un enfant non pas de chair et de sang, mais d'encre de papier, et donc ce sont les enfants de Jean-Paul qui sont ici présents, ses petits frères et ses filles putatives. Voilà, donc merci à vous pour
avoir écouté notre, je ne sais pas ce qu'on ferait, notre qasida, c'est-à-dire notre poème arabe en ode à Jean-Paul et à la façon dont ce récit des origines est allé vers la fin que nous lui connaissons. Merci à vous. Alors, nous allons maintenant laisser la parole en visio, en Zoom, je crois, à Monsieur Richard Robb, professeur à l'Université de Columbia, qui normalement devrait nous rejoindre. Voilà. Et dire lui aussi également. Thank you. Thank you. I'm sorry that I can't join in person for this homage to our dear friend because I'm teaching all this week in New York. I'm grateful to the organizers and to my fellow panelists for allowing me to attend remotely. You know, between the summer of 2021 and April of this year, I translated the first few chapters of Jean-Paul Fitoussy's book, Comment nous parle, into English. My wife thought this was an eccentric way for me to spend my spare time, but in fact, it made perfect sense. It gave me the extraordinary opportunity to work closely with Jean-Paul on topics that were important to both of us. This project ended up as an article called Newspeak in Economic Theory, How We Are Being Talked to. Jean-Paul passed away a few days after the text was finalized. The article has since been published in Columbia's journal, Capitalism and Society. So today, I'd like to say a few words about that article. The idea, like the book in French, which many of you know, is to show how the impoverishment of language in turn impoverishes democratic debate. As Jean-Paul put it, a new vocabulary has canceled Keynesianism and left only neoclassical theory in its place. The arrow of time, as he says, has been reversed, as if Keynesianism came first and was replaced by the up-to-date neoclassical theory. He said, this reversal makes the classical approach modern and the modern approach archaic. Words have been erased from the dictionary. His list is full employment, aggregate demand, fiscal stimulus, public investment, industrial policy, wage increases. I have to say, personally, I'm okay with erasing industrial policy, but this is Jean-Paul's list. Okay. We used to talk about social classes or categories such as proletariat, words that today are obsolete, and social insurance in the new language is just an evil that reduces competitiveness. In their place, we have structural reforms. As Jean-Paul said, structural reforms mean both everything and nothing. All we know about them for sure is that they're good and that any government worth its salt is going to do them. When the word demand is banished, we're left with the default explanation for unemployment. Wages are too high. One solution to unemployment is engineering monetary policy to bring on inflation so that real wages decline before workers notice what happened. In any case, neither the unemployed nor the poor in this neoclassical theory move themselves sufficiently to alleviate the burden they place on society. They don't move with sufficient energy to work, and they don't relocate to where the jobs are. So what happens next? Our public discourse degenerates into the knowing lecturing the ignorant. In Jean-Paul's analysis, people themselves are encouraging populist elites. Quote, Jean-Paul, give us hope. Tell us we are not responsible for our own misfortune, that the community can do something for us. Give us a scapegoat if necessary. We are exhausted from having to carry our own precariousness, our difficulties of life. We don't want to be held responsible for our misfortune when we thought we were protected by governments whose job was to do so. End of quote. Erasing words and historical facts, the debate converges to a single thought. A striking example, in my view, that was shared by Jean-Paul deals with the way behavioral economics has permeated all of economics and kind of the popular imagination, I would say. Behavioral economics is really just a minor branch of the neoclassical. In it, we are optimizing agents who sometimes fall prey to cognitive bias. Departures from rational choice are thus medicalized.
Behavioral economics even offers the promise that we might tame our overconfidence bias or our loss aversion and so on. And then we can become perfectly calculating robots who are defined by our utility functions and our constraints. This single thought cancels the possibility that we might sometimes act just as we like, to undertake actions that justify themselves. Jean-Paul wrote to me once, I quote, "Not one of the great economists ever thought that the whole of human behavior was rational. They knew better. There are decisions for which decision theory fails," end of quote. He's referring, of course, not to the catalog of behavioral biases, but actions that are truly free. In another book Jean-Paul wrote called The Lamppost Theorem, refers to researchers who are metaphorically looking for their keys, not where they're likely to be lost, but where the light is conveniently shining. The question of how we're being talked to is messy and far from where the lamppost shines. His example ought to inspire the young scholars who are here today. It takes courage, though, and I'll read to you a warning from Jean-Paul that's in the article. In great part, the development of a science depends on the scholars who practice it and on its teaching to the new researchers who will further develop it. It's why the grip of Newspeak is at its strongest in teacher training and the choice of thesis subjects. The new language will take hold of the most malleable minds under the double effect of fashion and incentives. Here, Keynesianism is a professional death certificate. A student studying disequilibrium is considered as if he were confessing that he doesn't understand mathematics. Why not join the poetry department? If he wants a job, he'd better churn out another footnote to the real theory of business cycles, that of dynamic stochastic general equilibrium or the new neoclassical synthesis. Quote. I have to say, when I read, why not join the poetry department, I can hear that in Jean-Paul's voice, and it makes me miss him so much. One sees another inspiring example along these lines in the work of Edmund Phelps, Jean-Paul's lifelong friend and collaborator, who will in fact be speaking following this session. After a distinguished career of 50 years, Ned sat down with a blank piece of paper to work out how an economy can best engage workers. The answer lies in a particular type of capitalism that he identifies as modern, a good economy that promotes lives of vitality. The common ingredient he finds in a close analysis of economic history is not this policy or that one taxation regime or another. Mass flourishing is a social phenomena fostered by common values. With his team, Ned continues to explore the connection of values over time and across countries to innovation and total factor productivity. To me, the argument is utterly convincing, but talk about looking far away from the lamppost. You know, we've already spoken today about Jean-Paul's concern for unemployment. Yet in the impoverished language of our times, in the straitjacket of the single thought that would be neoclassical economics, work is no more than a sacrifice of leisure for material goods, and unemployment is a necessary investment in a new match between worker and firm. If that's all unemployment is, we can live with it. We have to. Maybe it's even good for us. But outside of this single thought, we know that no one can live a satisfactory life who is unable to find work. Jean-Paul was outraged by society's tolerance of unemployment, particularly in Europe, and by the shrinking dictionary that makes it hard to express that outrage. Let me end with one homage I would propose to economics students who are here today in the audience. To be brave as Jean-Paul Fitoussi was, to turn our profession away from the clever and the fashionable, to pursue what is true and what matters as Jean-Paul Fitoussi did, and almost certainly far from the convenience of the lamppost. Thank you, Richard. Nous allons maintenant entendre la vidéo enregistrée par M. Pierre Rosanvallon, professeur au Collège de France, qui a donc enregistré son intervention. Et cette intervention qui va clore ce thème a déjà été jalonnée de plusieurs interventions précédentes, puisqu'il va nous expliquer la genèse du nouvel âge des inégalités qui, à bien des égards,
est un ouvrage essentiel dans le cheminement de Jean-Paul. Jean-Paul et moi avons été membres d'une commission consacrée à la réflexion sur l'avenir de l'économie de la société française. Et cette commission, elle avait finalement été présidée par Alain Minc, et insensiblement, nous avions senti que l'on passait d'une commission, je dirais, habituelle du commissariat au plan, très ouverte, à une commission qui prenait une connotation politique. Et vers la fin de la rédaction de ce rapport, nous avions compris que c'était joué dans les coulisses, si je puis dire quelque chose, c'est qu'en fait, Alain Minc préparait la candidature d'Édouard Balladur à la présidence de la République, l'élection devant avoir lieu au printemps 1995. Et Jean-Paul et moi avons eu le sentiment d'avoir été un petit peu bernés. Le commissaire au plan, d'ailleurs, avait eu également ce sentiment. Et c'est pour ça que nous avons eu l'idée de répondre en quelque sorte à ce rapport par un travail qui n'aurait pas la même ampleur, bien sûr, mais un travail consacré à un aspect fondamental de la société française, c'était celui de la croissance des inégalités. La question n'était plus simplement celle du rapport entre des catégories sociales, avec des revenus ou des patrimoines différents, mais que la question sociale était devenue celle des situations personnelles que pouvaient vivre les individus. Inégalité de situation entre celui qui conserve son travail et celui qui vient de le perdre. Inégalité des situations aussi, c'est des choses dont on commençait à prendre la mesure, entre celui qui est engagé ou ceux qui sont engagés dans un processus compliqué de divorce, avec toutes les conséquences que cela va avoir en termes de patrimoine, en termes de revenus, en termes de garde des enfants, aussi toutes les situations différentes qui peuvent être liées à différentes formes d'accidents de la vie. Et c'était le but de cet ouvrage, Le Nouvel Âge des inégalités, eh bien, que d'en faire l'analyse. Que d'en faire l'analyse, je dirais, sur le champ de la sociologie et sur le champ de l'économie, mais aussi c'est une caractéristique de ce livre en montrant comment, dans le monde contemporain, le cinéma et la littérature aidaient à comprendre de façon peut-être plus sensible que les seules statistiques ces nouvelles formes d'insécurité sociale. Et c'est pour ça que nous avons commenté un certain nombre de romans ou un certain nombre de films de l'époque dans cet ouvrage. Ouvrage qui a été confectionné et rédigé par nous deux, bien sûr, mais auquel nous avions associé un certain nombre de chercheurs qui ont fonctionné sous les formes d'un groupe de travail souple et informel avec nous, notamment Daniel Cohen, notamment Irène Théry, notamment Louis Chauvel. Donc, c'était à la fois un moment d'amitié, et je crois que pour Jean-Paul aussi, c'était un banc d'essai sur ce que voulait dire un rapport public honnêtement fait, avec le souci de faire avancer la prise de conscience du public d'un certain nombre de questions, chose que nous avions modestement essayé de faire à travers la publication de cet ouvrage, qui, pour notre satisfaction, avait connu un vrai succès à l'époque. Alors, pour conclure cette table ronde, je me référerai au dernier ouvrage de Jean-Paul, qui, à bien des égards, est en résonance la synthèse de ce qui était pour lui la construction d'une pensée qui pouvait s'exprimer et qui s'appelle donc « Comme on nous parle ». Aucune vie en société ne serait possible sans règles écrites, le droit, ou implicites, la politesse, l'incivilité, ou sans conventions sociales et institutions qui définissent le temps long de la démocratie. On ne veut pas que les constitutions soient à ce point flexibles qu'aucune balise ne nous montre le chemin du futur, ni à ce point rigides qu'aucune action ne nous soit permise pour nous protéger en cas d'imprévu.